general, who is the General Director for Healthcare Provision, Ministry of Health and Science. And she has been working for the French Ministry of Health for more than 4 years. And she specialized in matters related to obesity and has been participating in the monitoring of the National Obesity Plan. So thank you very much. You have the floor. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et bravo pour l'organisation. Merci à Louisa pour ce séminaire vraiment très intéressant. Effectivement, à ce stade de notre discussion aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter au nom du ministère de la Santé, de la Direction Générale de l'Offre de Soins, eh bien, les actions, après tous les constats qu'on a fait aujourd'hui, les actions qui ont été menées pour les actions politiques publiques dans le cadre du plan obésité, et je vous parlerai plus particulièrement du volet offre de soins. Alors, l'idée, c'est de savoir quels étaient les objectifs du volet offre de soins du plan obésité. Alors, le plan obésité, pour vous remettre dans le contexte, c'est un plan de santé publique qui a été demandé par le président de la République en 2010, et il a confié au professeur Arnaud Balzan la responsabilité de mener ce plan en lien avec le programme national nutrition santé qui a un recul déjà de presque 15 ans et qui a déjà fait l'objet de nombreuses évaluations et qui a montré tout son intérêt. Et en 2010, effectivement, il y a eu un focus particulier avec un plan particulier sur le plan obésité, mais qui était en lien étroit, totalement imbriqué avec le PNNS. Et donc, il y a 4 axes dans le plan obésité. C'était l'offre de soins et le dépistage, la prévention, en lien avec le plan obésité, la vulnérabilité et la recherche. Moi, je vais surtout vous parler de la partie offre de soins, la manière dont on a organisé un maillage sur le territoire. Donc, la structuration de l'offre de soins se fait... a été voulue pour la prise en charge des personnes obèses, y compris les cas les plus graves. Alors, elle s'est construite sous l'égide des agences régionales de santé, qui sont donc des agences qui ont, depuis la loi HPST, le pouvoir de régulation dans les régions. Et donc, l'objectif, c'était d'organiser des filières de soins et de la coordination territoriale sur la base d'un maillage, avec un objectif, évidemment, d'accessibilité, de lisibilité, de gradation des soins, c'est-à-dire, on verra, d'avoir des systèmes de premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau, voire même un quatrième niveau. Et surtout, c'était effectivement de baser sur le système offre de soins, mais qui inclut tous les acteurs, c'est-à-dire aussi bien les établissements publics, privés et en chirurgie, médecine, obstétrique ou en soins de suite et réadaptation, mais aussi les associations, les médecins traitants, les spécialistes libéraux et tous les établissements de santé. Alors là, c'était juste un schéma que je vais vous montrer qui remonte un peu l'idée de la structuration où la personne obèse est au centre du système qu'on a essayé de mettre en place, avec autour donc finalement son premier cercle, autour de lui son médecin traitant, les associations, les réseaux. Puis, au-delà, finalement, les premières institutions qui sont les établissements de santé, qui peuvent être médecine, chirurgie, obstétrique. Il y a surgery, pas que surgery, aussi médecine. Les REPOP, c'est les réseaux pour la pédiatrie, donc ça concerne les adultes et les enfants, les soins de suite, et puis l'importance de l'intervention des psychologues, des diététiciens et des établissements médico-sociaux, mais aussi, je rajouterai, des professionnels de l'activité physique adaptée. À partir de ça, il y a aussi l'environnement médico-social et l'environnement non médical, qui ensuite, le troisième niveau se dessine avec des médecins spécialistes et des chirurgiens bariatriques. Et après, nous arrivons effectivement au troisième niveau, qui est le centre spécialisé de l'obésité, qui finalement englobe tout ça et est un centre de recours, qui prend en compte les situations complexes, les formes rares, qui dispose des équipements adaptés, qui a tout le plateau technique, l'imagerie et la biologie nécessaires, qui aussi fait appel aux services cardiologiques, neurologiques, à toutes les autres spécialités nécessaires pour prendre en charge les personnes atteintes d'obésité complexe, qui peuvent prendre en charge le transport sanitaire, la formation, qui concerne l'ensemble du champ et qui surtout
une mission d'animation territoriale. Donc là, je vais maintenant vous décrire la déclinaison des mesures qu'on a fait dans le plan obésité, qui sont basées autour de 37 centres spécialisés, et parmi ceux-là, 5 centres intégrés pour la prise en charge de l'obésité sévère et pour l'organisation de filières dans la région. Donc, on a basé la première action du plan obésité, ça a été de définir les cahiers des charges pour définir ce qu'étaient ces centres spécialisés et intégrés pour la prise en charge de l'obésité sévère. Donc, ça s'est fait par le biais d'une instruction qui est en 2011. Et donc, les centres spécialisés ont deux missions. Dans une logique de gradation des soins, ces centres spécialisés, en fait, c'est un cahier des charges national qui a été fait avec les professionnels. Et on a confié aux ARS le soin de choisir parmi les établissements de la région les établissements qui pourraient être CSO, centres spécialisés d'obésité. La première mission, c'est prendre en charge l'obésité sévère dans une approche pluridisciplinaire. Ça, c'était vraiment un point capital qui, bien sûr, permet d'avoir une collaboration active entre les médecins et les chirurgiens, mais aussi tous les autres professionnels nécessaires à cette prise en charge, diététiciens, psychologues, activités physiques adaptées, et dans un établissement de santé et au niveau d'un territoire. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les CSO ne sont pas forcément un établissement, mais c'est un ensemble d'établissements qui fonctionnent soit dans une logique partenariale, soit sur le même niveau, selon la manière dont ils ont décidé de s'organiser, parce qu'on a été assez souple sur la manière de s'organiser. La deuxième mission, c'est qu'on sort de l'hôpital, on organise la filière de soins dans la région, on met en place une chaîne de soins visible, accessible à tous, cohérente par l'animation territoriale et la coordination entre tous les acteurs, aussi bien pour l'hôpital, mais aussi pour le champ ambulatoire. Et donc là, découvrez la carte des 37 centres spécialisés que je vais un petit peu vous expliquer. Alors, je ne sais pas si ça se voit assez bien sur la carte. Vous voyez que le fond de carte a des couleurs différentes et ça correspond à la prévalence de l'obésité selon l'enquête OBEPI. On voit bien qu'il y a une hétérogénéité sur le territoire, que la prévalence de l'obésité est bien plus importante dans le Pas-de-Calais et dans le Dôme, et qu'ensuite elle est répartie différemment. Alors, c'était basé sur l'enquête 2009. L'enquête 2012 montre peu ou prou la même chose. Et donc on a décidé de désigner 37 centres. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire un centre par région. Non, on a voulu en mettre en fonction de la population et de la prévalence. C'est-à-dire que là, il y avait, en fonction du ratio population et prévalence de l'obésité, on a essayé d'être le plus près possible finalement des besoins. C'est pour ça que l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais ont 4 centres spécialisés d'obésité, mais qui fonctionnent ensemble. Mais bon, il y a des régions qui n'en ont qu'un et des régions qui en ont 2 ou 3. Alors 3, c'est le Rhône-Alpes, et des régions à 2 CSO, c'est l'Aquitaine. Ici, il y a 2 centres spécialisés d'obésité. La région Lorraine, les Pays de Loire et Centre. Je pense n'oublier personne. Il y a 2 endroits où il n'y a pas de CSO, c'est en Guyane et en Corse. Alors la Corse collabore avec le cas, et en Guyane, il y a un système particulier parce qu'il n'y avait pas de possibilité de répondre d'une quelconque manière, que ce soit au cahier des charges. Et alors, pour terminer, donc vous voyez les petites pastilles vertes, c'est tous les établissements publics, mais on a voulu ouvrir au maximum. Il y a des petites pastilles roses, il y a aussi des CSO qui sont établissements privés. Ceux qui sont en orange, c'est tous ceux qui collaborent ensemble dans un réseau Nord-Pas-de-Calais et Grand Nord-Ouest. Et ceux qui sont un trait noir, ce sont les centres intégrés qui ont été désignés par appel à projet national, par un jury national, comme étant désignés comme référents sur la recherche, la formation et le traitement des cas graves ou des formes génétiques graves. Je pense que j'ai commenté toute la carte. Alors, ces 37 centres donc, fonctionnent depuis 2 ans et on leur a fourni un outil qui est un observatoire où ils peuvent rentrer, tous les ans, ils sont invités en déclarative à rentrer leurs données d'activité qui permet de voir comment fonctionnent ces centres, comment ils sont équipés et la manière dont ils ont proposé des actions sur le territoire. Ça permet d'animer un réseau professionnel, d'avoir un rapport annuel de l'activité de ces centres, des annuaires et une cartographie. Et ce que je n'ai pas dit là, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement positif
dynamique qui s'est mise en place, puisqu'il y a un groupe de coordination nationale qui s'est créé, c'est-à-dire que les CSO en 2 ans ont énormément travaillé, ont donné un dynamisme assez très encourageant. Et donc il y a une coordination nationale qui est devenue l'interlocuteur du ministère, donc c'est effectivement très pratique de pouvoir mettre en place des projets et de voir toute cette dynamique. Alors, effectivement, le CSO étant on va dire, le centre le troisième recours, le centre du schéma étant évidemment pas le patient, il a été important de mettre en place des actions qu'on a voulu coordonner sur l'ensemble, et effectivement le CSO ne fonctionne pas seul, il a des partenaires. Et on a voulu mettre l'accent sur un des partenaires incontournables qui sont les établissements de soins de suite et de réadaptation qui doivent prendre en charge les cas les plus graves. Parce qu'il s'est avéré que ces établissements souvent pouvaient accueillir des personnes en surpoids ou obèses mais ne répondaient pas à la prise en charge médicale telle qu'elle était convenue dans l'état de l'art dans le consensus professionnel. Donc l'idée c'est qu'on a fait un cahier des charges pour désigner des centres dont on ne souhaite pas qu'ils soient forcément très nombreux, mais on peut dire, selon les possibilités, un par région, qui soit adultes et pédiatriques capables d'accueillir les cas les plus graves, en lien avec les CSO. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le montage. D'ailleurs, il y a un régime de convention qui doit s'établir entre le CSO et tous ses partenaires. Et ce partenaire-là est particulièrement mis en avant par l'importance qu'il a dans la prise en charge. Donc, ces SSR doivent assurer la prise en charge des comorbidités complexes et invalidantes, et aussi soit à préparer ou à accueillir après la chirurgie pour faire un accompagnement spécifique. Et bien sûr, avec l'accent mis sur l'éducation thérapeutique du patient et l'équipe pluridisciplinaire. Pour ça, effectivement, il y a des financements qui avaient été donnés pour équiper les SSR. Et avec un cahier des charges, j'ai cassé un télécommande. Voilà. Donc, je suis désolée. Donc, ce sont des partenaires incontournables. Alors, un autre élément sur lequel on a vraiment voulu mettre l'accent, c'est le transport bariatrique. Ça, c'est un sujet un petit peu compliqué, qui le reste encore, qui est pas résolu. On a mis en place des bases, mais je sais bien que dans chaque région, il y a un vrai problème de transport. En tout cas, il y a une instruction qui a permis de réunir tous les professionnels du transport, SAMU, transport privé, pompiers, pour mettre en place des conditions d'organisation du transport sanitaire bariatrique en situation d'urgence ou non. Et on a demandé aux régions, et là c'est beaucoup plus long qu'on le pensait, vu la complexité du sujet, de faire un état des lieux régional. On a donné des crédits spécifiques pour l'équipement des véhicules, mais effectivement il faut aussi penser à l'organisation, est-ce que ça coûte en ressources humaines, et demander une organisation et une régulation régionale basée effectivement, comme sur le concept du CSO, sur une réponse graduée et régulée en fonction du besoin. Et surtout, ça crée, c'est en train de se faire, des nouvelles collaborations entre les CSO et les professionnels du transport sanitaire. Voilà. Donc ça, je vais essayer de balayer assez rapidement l'ensemble des actions sur le plan obésité, sur la partie offre de soins. En conclusion, effectivement, on a donné des outils aux professionnels et aux agences de santé, c'est-à-dire les centres spécialisés d'obésité, l'observatoire qui lui-même, là on en est au 2e recueil, qui montre la dynamique dans l'équipement, dans le fonctionnement, dans les ressources humaines, dans le partenariat, de créer des SSR adultes et enfants. Je ne l'ai pas détaillé, mais on a aussi créé des SSR pour une maladie rare qui concerne le syndrome de Prader-Willi. C'était effectivement en lien avec le plan maladie rare, où on a combler le manque de prise en charge qui avait lieu pour cette maladie-là, en particulier, mais qui aussi rentrait dans le plan obésité, qui répondait aux besoins de répondre aux besoins des populations vulnérables. Et bien sûr sur le transport. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a pu constater, et
quoi je témoigne aujourd'hui, c'est des professionnels extrêmement mobilisés sur l'ensemble du territoire, une nouvelle dynamique en région entre les acteurs. D'ailleurs, le responsable du groupement de coordination nationale nous a dit qu'il s'est passé plus de choses en 2 ans que les 15 dernières années sur la structuration de la médecine de l'obésité. C'est la dynamique où les acteurs vraiment sur le territoire se sont parlé, parce qu'il y avait une grande hétérogénéité au départ. Il y a des centres qui, dès le départ, étaient déjà très bien organisés, de France, voilà. Mais sur le territoire, quand même, c'était flottant, en fait, cette histoire de prise en charge, et on a bien structuré les choses, et ça a permis de lancer la dynamique. Et c'est ça qui a été extrêmement positif, avec des professionnels très engagés. En fait, donc on a essayé de créer un modèle de prise en charge original basé sur des établissements de recours avec une animation territoriale qui peut être utile à la réflexion pour la prise en charge de maladies chroniques. Et donc, évidemment, la mise en place du groupe national. Et donc, vous avez une page sur le site du ministère de la Santé où vous avez l'essentiel des textes qui sont à votre disposition, que vous avez mis depuis 3 ans. Donc, aujourd'hui, le plan est officiellement terminé, mais pour autant, on ne s'arrête pas de travailler. Donc, on poursuit la consolidation des CSO. On a des réflexions actuellement sur les prises en charge pédiatriques. Donc, on poursuit la réflexion sur la consolidation de ce maillage national. Et je vous remercie de votre attention.